Voyons comment nous pouvons fabriquer un générateur de dihydrogène et de dioxygène par craquage des molécules d'eau en utilisant le procédé d'électrolyse. La plupart des électrolyseurs, faits maison, présentés sur le web destinés à craquer l'eau pour en faire deux gaz, soit du dioxygène et du dihydrogène, sont vraiment simples à réaliser. Mais ils ont le défaut de mélanger les deux gaz à sa sortie. H2 plus O2 égale H2O2. Ce mélange H2O2 est un gaz extrêmement explosif. On ne doit même pas penser à le stocker. La cellule électrolyseur que je propose ici a la particularité de séparer et rediriger les deux gaz dès leur production vers deux sorties différentes. Donc, cette cellule a deux sorties de gaz, une sortie pour le dioxygène et une sortie pour le dihydrogène. Ce projet est inspiré par ce modèle de base. Une source d'alimentation en courant continu est reliée aux deux électrodes. Le positif est relié à l'anode, le négatif est relié à la cathode. Les deux électrodes baignant dans l'eau sont soumises à une tension continue. Cela provoquera une réaction chimique qui sépare les molécules d'eau en deux gaz. Par cette réaction chimique, les molécules d'eau se craquent et forment des bulles de gaz. Ces bulles de gaz sont du O2 et du H2. Dit vulgairement, l'anode attire le dioxygène, O2, tandis que la cathode attire le dihydrogène, H2. Les deux tubes placés au-dessus des électrodes collectent séparément les deux gaz. Par conséquent, le premier tube ne contient que du dioxygène, le second tube que du dihydrogène. Si on place un ballon à la sortie de chaque tube, le premier ballon ne contiendra que du dioxygène. Le second ne contiendra que du dihydrogène. Ainsi, les deux tubes agissent comme une membrane empêchant le mélange des deux gaz. Début de l'expérience à 9h50. On allume le système. Production d'hydrogène. Donc, le dihydrogène est libéré grâce à l'électrode négative et va être stocké dans notre réservoir tampon, qui est notre bidon de 4 litres. Les électrodes positives, eux, libèrent le dioxygène, qui sera libéré dans l'eau et finalement dans l'air, étant donné qu'il est plus léger que. Ce procédé demande environ 500 watts, donc à 50 watts une dizaine d'ampères, pour provoquer le craquage, étant donné que les plaques sont éloignées. Une demi-heure de production de gaz, c'est assez pour vérifier. Cette fois-ci, on va laisser le dioxygène plutôt libre, l'oxygène libre dans l'eau. On va prendre la surface pour se dégager pour pas que, quand on va enlever le bouchon, le gaz va être évacué, puis il va aspirer l'eau en même temps pour remplir à nouveau le bidon, puis on ne veut pas qu'il remplisse avec de l'oxygène. C'est ce qui a provoqué l'explosion hier. Le bidon est à peu près à moitié, je pense. Quand on est prêt, on peut y aller. Et voilà. Gigantesque flamme. Très belle qualité. On va voir si on va avoir des petits sons comme hier. Jusque-là, ça se passe très bien. Bon, ça c'est éteint. Plus normalement qu'hier. Et voilà. Gigantesque flamme.
train d'être dérivé. On va voir si on va avoir des petits sons comme hier. Jusque-là, ça se passe très bien. On va moins ça quand ça fait des petits sons de même. (18h20) et regardez bien, on va voir une bulle d'hydrogène se faire là. Ça veut dire que le bidon de 4 litres est plein d'hydrogène. Et voilà, ça c'est l'hydrogène qui vient de se dégager parce que le bidon il est plein et ça renverse. Si on remarque le niveau de l'eau, on allume notre système. On allume notre hydrogène. Oh, la petite aiguille a l'air bouchée un petit peu. Jusqu'à là, mon aiguille. On va déboucher ça un peu, là, parce que ça c'est plate, ça, que ça donne ça. Ah, si, mon aiguille à fond. Bon, en tout cas, ok, on va prendre ça comme ça vient, si tu veux que je te dise. L'aiguille est sale. Bon, et voilà. Là, il est dégagé. On a une très belle forme. On a 3 litres, au moins 3 litres et demi d'hydrogène là-dedans. Là. L'expérience ne se déroule pas trop comme on veut. Et voilà. On vient de vider 3 litres d'hydrogène dans le dardier. Et voilà, on voit un petit son bizarre, comme d'habitude. Ah, c'est moins pire que d'habitude. On a une belle petite forme pareille, c'est qui est produit en direct. Une belle petite forme d'hydrogène produit en direct. On n'a plus de pression parce que les 3-4 litres d'hydrogène sont déjà écoulés. Ouais! Ok! Fait qu'on avait un petit peu d'oxygène dans l'eau. Bon. On a l'autre morceau de bois là. Ça l'a pété, mais pas à peu près. Bon, ben, c'est bon à savoir, hein? Fait que, même qu'on fait ça avec une quantité de 2-3 litres, là, ça va péter. C'est trop drôle. Cette expérience a démontré à quel point un très léger mélange de O2 et de H2 est très instable et dangereux. C'est à éviter à tout prix. Quelques années plus tôt, j'avais présenté une vidéo expliquant comment réussir à rediriger les deux gaz dans des directions opposées pour éviter ce genre de mélange. C'était là, ma première cellule séparatrice. Suivant cet ordre d'idées, j'ai pensé à un concept plus pratique. De là est germée l'idée de concevoir une simple cellule plus efficace, et surtout moins risquée. À partir de matériaux provenant de Récup, j'ai dessiné cette nouvelle cellule. Voici à quoi ma nouvelle cellule devrait ressembler. Je ne suis ni ingénieur, ni dessinateur. Mes connaissances en physique sont très limitées et principalement acquises à travers une multitude d'expériences qui se sont, plus souvent qu'autrement, soldées par des échecs. Cela ne m'a pas arrêté, car ce sont souvent les erreurs, les faux pas et les échecs qui contiennent les informations les plus utiles pour nous améliorer. En apparence,
Cette cellule comprend toutes les composantes d'un produit assez facilement réalisable. Sera-t-elle efficace, rentable? En tant qu'explorateur amateur, j'ai appris qu'il y a souvent une grande différence entre la théorie et la pratique. La première chose à penser lorsque je veux fabriquer un électrolyseur, c'est réunir tous les matériaux nécessaires à sa réalisation. Le mieux est de commencer par dessiner un croquis de l'idée générale. Parmi toutes les esquisses et croquis qui me sont passés par la tête, ce croquis représente assez bien l'idée de départ. Pour fabriquer un électrolyseur, les premières composantes essentielles sont au moins 2 électrodes. Anode et cathode, de préférence en platine, mais il est rare et très dispendieux. J'opterai pour de l'acier inoxydable. C'est davantage dans mes moyens et ça fera le travail. À la recherche de ce que je pourrais utiliser en guise d'électrode, j'ai trouvé ces plaques. Elles proviennent d'une expérience passée destinée à réaliser un chauffe-eau, sans éléments chauffants. En acier inoxydable de qualité 316L, d'un diamètre de 8 pouces 1/2 et d'une épaisseur de 1 mm. À moins d'être bien outillé, l'acier inoxydable 316 de 1 mm n'est pas si facile à travailler. Ces électrodes ont été découpées en respectant des dimensions précises sur une découpeuse au laser. Pour cette raison, je vais les utiliser telles quelles, et dessiner mes plans à partir de leurs dimensions. Aussi, j'aurai besoin de 2 plaques de plexiglas assez épaisses. Une de chaque côté pour fermer la cellule. Le plexiglas est assez dispendieux mais on en trouve dans de vieux moniteurs de PC. Ces plexiglas ont été récupérés de vieux moniteurs LCD, de 19 pouces. Je parle des vieux modèles qui utilisaient des néons pour le rétroéclairage. Leur épaisseur varie de 2 mm à 10 mm. J'en ai récupéré 2, ayant une épaisseur de 8 mm. Ils ont une dimension de 12 pouces et demi par 15 pouces et demi. Ils seront parfaits pour mon projet. Dans 2 de ces plexiglas, je découpe 2 carrés de 11 pouces par 11 pouces. Dans une feuille de carton de bricolage, je dessine ensuite un gabarit que j'utiliserai pour les 2 plexiglas et les 4 joints d'étanchéité. Dans les 2 plexiglas, suivant le gabarit, je perce 17 trous de 1/4 de pouce et 2 trous de 3/8 de pouce. Dans une feuille de liège de 3 mm d'épais, je découpe 4 carrés de 11 pouces par 11 pouces. Ces carrés de liège me serviront pour fabriquer les 4 joints d'étanchéité. À défaut de liège, j'aurais pu utiliser du caoutchouc. Toujours en suivant mon gabarit, je perce 17 trous de 1/4 de pouce, et au centre, un trou de 8 pouces de diamètre dans chacun des carrés de liège. Afin d'éviter un mélange des 2 gaz, je placerai une membrane entre les 2 électrodes. Cette membrane laissera passer le courant, mais pas les bulles de gaz. L'idéal serait une vraie membrane à ion, mais comme je n'en ai pas, et que c'est dispendieux, j'ai déjà fait des tests avec des filtres à café, et ça fonctionnait bien. Cette fois je vais essayer avec de la peau de chamois naturelle, ou à la limite synthétique. En guise d'électrode, j'utilise 2 plaques en acier inoxydable, d'une épaisseur de 1 mm. On peut voir ici la liste des matériaux. Ils sont placés dans l'ordre d'assemblage. Voyons, un peu plus en détail, l'ordre d'assemblage.
17 vis, écrous et 34 rondelles assureront un serrage égal, ainsi que l'étanchéité de la cellule. 4 coudes de 90 degrés en plastique, filetés d'un côté et à insertion de l'autre, recevront les tuyaux en vinyle. De chaque côté et au bas de la cellule, seront les entrées d'eau, ou d'électrolyte. Donc connectés au réservoir d'eau. Quant aux deux autres, l'un sera la sortie du dioxygène, l'autre la sortie du dihydrogène. Le principe des vases communicants assure un égal niveau d'électrolyte partout dans la cellule, et en tout temps. À condition de respecter une pression atmosphérique naturelle. De là l'importance de stocker les gaz dans des réservoirs tampons de type ballast. Un réservoir de type ballast, c'est tout simplement deux contenants en plastique de tailles différentes pouvant s'imbriquer l'un dans l'autre. Ici j'utiliserai un grand seau d'une capacité de 5 gallons et un plus petit d'une capacité de 2 gallons. Le seau de 5 gallons contiendra de l'eau, celui de 2 gallons collectera le gaz provenant du gazéifieur. Ces deux seaux s'imbriquent très bien l'un dans l'autre. Je passe à l'étape des croquis et mesures. Le seau de 5 gallons contenant l'eau est fixe. Celui de 2 gallons collectant le gaz provenant du gazéifieur sera en mouvement à mesure qu'il accumulera du gaz. Ce mouvement doit être à la fois le plus libre et le plus précis possible. J'ai donc imaginé un système de coulisses qui maintiendra au centre le seau de 2 gallons. Ce système de coulisses, placé de chaque côté, comprendra 2 glissières fixées au seau collecteur de gaz et 2 rails fixés au seau de 5 gallons, grâce à des supports métalliques perforés. Pour fabriquer les 2 rails, j'ai fouillé dans ma récup et j'ai trouvé ce qui m'est apparu comme étant l'idéal. Il s'agit d'une rail récupérée à partir d'anciens stores verticaux. La voici une fois démontée. J'en fais un croquis afin de l'adapter à mes besoins, et je laisse aller mon imagination sur papier. De la rail, j'en coupe 2 longueurs de 5 pouces puis j'explore comment je pourrais les fixer de chaque côté du seau de 5 gallons à l'aide de barres d'acier pré-perforées. Cela me permet de poursuivre mon croquis et d'y ajouter quelques mesures concernant les glissières. Concernant les glissières, j'ai retrouvé dans ma récup une plaque de plexiglas provenant d'un ancien moniteur LCD de 22 pouces. Sa longueur de 19 pouces correspond parfaitement à la longueur nécessaire. Son épaisseur de 1/4 de pouce était parfaite pour les rainures de la rail, et sa largeur de 12 pouces allait me permettre d'en découper 2 bandes de 1,5 pouce sur toute sa longueur. J'avais trouvé de quoi fabriquer mes 2 glissières. On aperçoit ici une vue de face et de côté du seau de 5 gallons équipé des 2 rails, et du seau de 2 gallons avec ses 2 glissières. La fixation des 2 glissières au seau de 2 gallons est faite à l'aide de vis et d'écrous traversant les glissières et le seau. Pour en assurer l'étanchéité, l'utilisation de rondelles de caoutchouc est de mise pour les 4 vis à l'intérieur du seau. Maintenant que la planification de mes coulisses est terminée, il me reste les détecteurs de niveau à installer. La partie mobile de ces détecteurs est l'aimant. Elles seront donc fixées aux 2 glissières. Un aimant par glissière, situés à des niveaux différents. Ces niveaux, minimum et maximum, sont déterminés par le volume de gaz que je désire limiter à l'intérieur du ballast, soit le seau de 2 gallons. La partie fixe de ces détecteurs est le capteur. Quant à eux, ils seront donc fixés aux 2 rails. Un capteur par rail, placé à la même hauteur. Le capteur, A, ici situé à gauche, réagira dès que l'aimant de gauche l'atteindra. Cela indiquera que le ballast est rempli de gaz. Il activera la mise en marche du compresseur. À mesure que le gaz sera pompé pour être comprimé vers la bonbonne de gaz, le ballast redescendra jusqu'à ce que le capteur, B, détecte l'aimant de droite, indiquant le niveau bas. Ce qui arrêtera le compresseur juste au bon moment.
Pour en terminer avec ce système collecteur de gaz avec détection de niveau, l'utilisation d'un T fileté en laiton, vissé au fond du seau de 2 gallons, et de 2 tuyaux flexibles, permettra d'un côté, l'entrée du gaz provenant du gazéifieur, et de l'autre, la sortie du gaz pompé par le compresseur pour être comprimé et stocké dans une bonbonne de gaz de plus grande capacité. Cette animation montre le déplacement ascendant vertical du réservoir de 2 gallons lorsqu'il se remplit de gaz. Une fois rempli, le capteur A informe le circuit de commande qu'il est plein. Il démarre le compresseur qui pompe le gaz et le comprime dans la bonbonne de propane. Durant ce pompage, le ballast amorce un mouvement vertical descendant jusqu'à la détection du niveau bas par le capteur B. Ce dernier informe le circuit de commande que le réservoir est vide. Il arrête automatiquement le pompage. Aussi longtemps que le gazéifieur produira du gaz, ce mouvement up and down du ballast se répétera. Petit à petit, la bonbonne de propane se remplira jusqu'à sa pleine capacité. Un autre circuit de commande identique au détecteur de niveau, mais relié à des sondes de pression et de poids assurera l'arrêt complet du système lorsque la bonbonne de propane aura atteint sa limite sécuritaire en poids ou en pression. Ce système de collecte de gaz en passant par un réservoir de type ballast est l'idéal pour stocker n'importe quel type de gaz compressible, par exemple, le méthane que l'on récupère grâce au compostage ou celui produit par une fosse septique, le gaz de bois produit par un gazéifieur une fois filtré, l'oxygène obtenu par électrolyse de l'eau ou le biopropane obtenu par la thermolyse d'huile végétale ou de graisse animale. Toutes ces approches font l'objet de nos expérimentations visant à transformer les déchets en énergie stockable et réutilisable. Un réservoir ballast prévu pour stocker temporairement le dioxygène durant sa production, et un second ballast pour le dihydrogène. Pour m'assurer que les réservoirs se comportent bien comme je les ai imaginés, je fais des tests avec de l'air comprimé. Bon, un premier test, pour voir si notre système de ballast fonctionne bien. On va tester avec tout simplement de l'air comprimé, comme si c'était une production de gaz. Donc, à mesure que le gaz va être produit, que ce soit de l'oxygène, du hydrogène ou du propane, peu importe les gaz. Là. Ici, on a nos capteurs magnétiques qui vont automatiser la mise en marche. Ici, on a un premier aimant. Quand on va arriver vis-à-vis, normalement, ça indique, rendu à ce niveau-là, ça indique au compresseur de démarrer. Une fois que le compresseur il démarre, ici, il forme le gaz dans le ballast. L'autre aimant ici en haut, lorsqu'on va arriver au niveau du deuxième sensor, il va commander l'arrêt du compresseur, de la pompe à gaz. Donc, aussitôt qu'elle arriverait à ce niveau, comme présentement, là, le compresseur s'arrêterait de fonctionner. La production du gaz, elle continue, donc il reproduit du gaz à nouveau. On peut calibrer les niveaux en positionnant différemment notre aimant. Là, elle arrêterait. Sinon, si ça n'arrêterait pas, ben, ça continuerait jusqu'à renversement du gaz. Ça serait une perte. Et voilà. Ça continue. Le système judiciaire fonctionne bien. Le ballast se remplit et se vide de lui-même en respectant la pression atmosphérique naturelle, ce
qui évite un retour de pression vers les membranes des cellules ou de la cellule à hydrogène, par exemple. Donc c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile de stocker en tampon dans un ballast que directement dans un ballon ou dans une bonbonne en opposition avec la pression qui s'accumule. Ça va être le compresseur qui va gérer ça. Tous les extraits des vidéos présentées dans ce documentaire sont accessibles dans leur intégralité et leur qualité d'origine grâce au lien que j'ai ajouté dans la description au bas de cette présentation. Je vous invite à les consulter. Soyez assurés qu'il s'agit de réelles expérimentations, sans trucage car je n'ai pas de temps à perdre à créer des fakes. Je travaille sans censure et je partage pour le plaisir de partager. Que les résultats soient bons ou mauvais, que les expériences donnent de bons résultats ou pas, n'a pas d'importance car je crois que l'on apprend autant, sinon plus, des échecs que des réussites. Actuellement, j'ai commencé à bâtir cette cellule. Dans les prochaines vidéos, je la présenterai en action. Ces prochaines vidéos seront riches en informations. Abonnez-vous, ça m'encourage à poursuivre dans cette direction.